On se retrouve aujourd'hui dans le format Ce qu'elle retient, qui est un format d'épisode dans lequel je donne la parole à une femme afin qu'elle nous partage ce qu'elle retient d'un événement de sa vie qui lui a permis de sortir de la spirale infernale des il faut et des je dois. Tout ça dans le but de se créer une vie épanouissante. Bienvenue dans Ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugée et critiquée pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti. Dès le plus jeune âge, la société nous dit que parce qu'on peut faire quelque chose, alors on doit le faire. Sauf que là où ça devient problématique, c'est quand ça impacte négativement notre santé mentale. Et justement, j'ai eu le plaisir d'interviewer Juliette Jaillet, qui te partage ce qu'elle retient de cet événement qui a marqué un tournant dans sa vie et qui l'a amené à choisir son épanouissement et son bien-être au lieu d'un statut social. Si tu es curieuse de savoir comment elle s'est retrouvée à quitter son boulot prestigieux et socialement très valorisé mais dans lequel elle ne s'épanouissait pas, je te laisse découvrir notre échange. Bonne écoute. Bonjour Juliette. Salut! Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, alors je m'appelle Juliette, j'ai 27, bientôt 28 ans. Ça fait plus de 5 ans que j'habite à Paris. Que dire sur moi? J'ai bougé sur Paris pour les études avec tous mes amis. Aujourd'hui, j'aime beaucoup ma vie dans cette ville qui m'a permis de découvrir beaucoup de choses, dans plein de milieux artistiques, humainement aussi, puis même moi, de découvrir des choses que j'aimais et d'aller, en sortir de ma zone de confort. Et sinon voilà, je j'ai un petit chat qui s'appelle Joe et je fais aussi un podcast, qui donne la parole aux gens qui osent et ça me rend très heureuse de faire ce projet. Voilà. Trop chouette. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour parler des il faut et des je dois en ce qui concerne le boulot et la carrière. La Mmh. première question que je voulais te poser, c'est quelles étaient tes aspirations pro avant de te lancer dans une voie qui te plaît vraiment? Où c'est que tu en étais dans ta vie? Bah, en fait, j'ai fait des études, pour revenir un peu sur le global de mon parcours. J'ai commencé des études, en communication, un petit peu au début, c'était le journalisme qui me plaisait et on m'a un peu conseillé d'aller vers la communication qui était plus large, puis peut-être moins sélectif. Et donc petit à petit, j'ai découvert l'univers de la communication, et j'ai toujours été motivée par la curiosité et un peu le challenge aussi. Donc généralement, quelque chose que je ne comprends pas, c'est quelque chose qui va m'attirer. Donc c'est un peu ce qui s'est passé pendant mes études et je me suis dirigée vers de la com politique, et le lobby. Et donc je suis arrivée, à faire, des études là-dedans, un master là-dedans et du coup ça m'a un peu nourrie, ça a un peu nourri mon univers de me dire voilà je ça m'attire ces métiers, ils ont l'air un peu mystérieux, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de challenges donc j'y suis allée et ça m'a amenée à faire mon premier travail après mes études, de plaidoyer à la Croix-Rouge française, pour les relations internationales. Donc j'en étais là, à ce moment-là, mais j'avais vraiment construit mon projet autour de cette ambition-là, qui était dans un second temps d'aller peut-être à l'ONU pour faire du plaidoyer à l'ONU et une fois que je suis arrivée là, ben, j'étais pas si heureuse que ça. Voilà. Selon toi, pourquoi est-ce que tu étais pas heureuse? Qu'est-ce que tu te disais, qui t'amenait, à ressentir ces émotions-là? En fait, il y a eu un gros décalage entre, les aspirations que j'avais avec ce métier-là et la réalité du terrain. J'avais beaucoup d'idéaux, de me dire que j'allais contribuer à quelque chose de plus grand, peut-être à faire du bien, à être en action, à monter des choses concrètes, alors que ces métiers-là, qui sont des métiers de bureau, en fait, beaucoup, avec une hiérarchie très forte. Plus on est institutionnel, plus il y a de la hiérarchie et donc en fait, à moins d'avoir un piston, très fort, on commence en bas de l'échelle et en bas de l'échelle, en fait, on fait, des relectures de dossiers, des comptes rendus de synthèse, des notes d'intention. Enfin, c'est très scolaire et en fait, je perdais ma créativité, je perdais ma ouais, tout ce qui m'animait de faire ce métier-là, en fait, je me retrouvais avec des gens qui me demandaient de me mettre dans une petite case, de faire ce que eux voulaient vraiment sans que je sois, enfin que je mette de l'âme personnelle, quoi. Je devais juste, voilà, faire des comptes rendus de réunions et donc ça m'a vraiment, enfin, arrêtée dans un élan que j'avais après avec mes études, à me retrouver à faire ça et ouais.
est complètement déconnectée de ce que j'envisageais avec ces métiers-là. Et ça a duré combien de temps justement, cette période-là où tu te sentais pas heureuse à continuer dans cette voie-là? Bah, ça a été assez rapide en fait, ça a duré 6 mois où vraiment en fait j'ai compris que c'était vraiment pas pour moi. Ça a été 6 mois assez, courts et en même temps hyper intenses parce qu'au fur et à mesure des mois qui passaient, je déchantais complètement de ouais, je me rendais vraiment compte que j'étais pas à ma place et que j'avais beau mettre de la bonne énergie, la bonne intention, en face ça faisait que me renvoyer que j'étais pas à ma place et que j'allais pas être épanouie, quoi. Et ça avait quelle influence sur, la relation, de toi à toi? Je faisais beaucoup la fête à ce moment-là. Je pense que j'étais dans un truc un peu. Alors, j'ai toujours aimé faire la fête et avec les bonnes intentions, mais je pense qu'à ce moment-là, je faisais la fête pour justement essayer d'évacuer, cette frustration et voilà, une fois que c'était le week-end, on pensait plus au travail, et puis j'avais la boule au ventre le dimanche soir, dès que c'était la fin du week-end, quoi. Donc en fait, tu étais en train de fuir comme tu pouvais, ta vie pro en tout cas, qui prenait, le pas sur le reste de ta vie, c'est ça? Ouais, mais en même temps, c'était très paradoxal parce que j'étais très fière de dire que je faisais ce métier, que j'étais à la Croix-Rouge, que les gens ils disaient: «Ah waouh, mais oui, tout de suite ça parle en plus, dire je suis à la Croix-Rouge, en plaidoyer pour, les relations internationales». Enfin voilà, les gens ils ont les paillettes dans les yeux quand on leur dit ça. Donc en même temps, il y avait ce truc de, bah, je sais ma réalité au quotidien, mais en même temps, c'est cool de dire que je fais ce métier-là, que j'habite à Paris. J'étais un peu fière quand même d'être arrivée là et même si, au fond, je faisais tout pour fuir cette réalité le week-end, quoi. Et pour autant, ce que tu dis, c'est tellement juste et c'est cette notion de, le métier qu'on fait, ce que ça renvoie dans la société, le statut qu'on a, qui est, bah, là, dans ton cas, pour le coup, prestigieux. Versus le contraste de ta santé mentale derrière qui en pâtit et ce décalage entre, bah, oui, mais ce que je fais, on me dit que c'est bien, que j'ai de la chance d'être là, que j'ai un impact et en fait, je vois bien sur le terrain que c'est absolument pas le cas et c'est cet inconfort-là, en fait, c'est cette différence entre les 2 qui est d'autant plus difficile à porter parce que si je comprends bien, tu t'es un petit peu sentie quand même tiraillée entre, bah, je continue dans cette voie parce que, bah, j'y suis et en même temps, mais je vois bien que ça me correspond pas. Ouais, ouais, c'est exactement ça et je pense que c'est pour ça après que là, je fais un petit saut dans le futur, mais où j'ai beaucoup cherché parce que du coup, l'écart, il a été tellement grand après cette projection, après cette construction pendant, bah, 5 ans d'études quand même. Enfin, même si la première année d'études, j'y pensais pas déjà à ça, il y avait quand même, je pense, une envie de faire quelque chose de parce que la com, ça amène à des métiers peuvent avoir de l'impact. Je pense qu'il y avait déjà cette ambition d'avoir de l'impact et je me projetais dans des choses un peu, voilà, qui font rêver, que ce soit la politique, le porte-parole, le journalisme et donc oui, la comment dire? La frustration puis la comment dire? Je trouve plus mes mots, mais tu vois, quand tu tombes un peu de haut, quoi, tu as cette espèce de truc où d'un Désillusion? coup ouais, exactement, cette désillusion totale et je pense que c'est ça qui m'a pris le plus de temps après à reconstruire. Mmh. En préparant notre interview, tu me disais que justement, tu avais un petit peu, déchanté, justement avec cette ascension sociale qui était allée, très, très vite, mais dans laquelle tu te reconnaissais pas. Qu'est-ce qui a fait quel a été le déclic, en fait, pour toi, pour, changer de voie malgré, le statut social que tu pouvais avoir, à ce moment-là? Hem, Bah, en fait, déjà, j'ai commencé par essayer de trouver de continuer dans la communication, mais de revenir sur quelque chose qui me ressemblait plus. Donc j'ai commencé à travailler dans une boîte qui s'appelle Make Sense, qui, fait de développement de communauté et de l'action citoyenne, pour faire simple, parce qu'ils font beaucoup de choses aujourd'hui et là, ça a été une deuxième claque parce que, j'étais dans un espace sain avec, un cadre de travail hyper agréable, hyper respectueux, des collègues vraiment géniales, des projets chouettes, enfin tout était là pour que je sois bien et j'étais toujours pas heureuse et c'est même allé loin dans le brouillard, on va dire, parce que j'étais vraiment dans ce truc où j'étais hyper bien et en fait, mon corps a commencé à complètement partir en cacahuète. Donc en fait, j'ai fait un espèce de malaise un jour. Enfin, j'ai eu un début d'infection urinaire qui est monté dans les reins et j'ai fini par genre
ça m'a épuisée et j'ai fini par, genre, littéralement tomber dans ma cuisine, à la renverse, genre, comme ça. Genre, je suis tombée et en fait, j'avais vraiment mon corps qui criait quoi de: «Ça va pas en fait Juliette, genre, ça va pas, ça va pas, ça va pas» et je me suis mis en arrêt de maladie pendant une semaine et là, j'ai compris que, ben, je pouvais pas continuer. En plus, cette boîte m'ont proposé de postuler pour, rester dans la boîte dans un autre, enfin de passer dans un CDI, dans une autre branche de la boîte, tout aussi sympa et en fait, là, j'étais en mode: «Mais non, mais en fait là, enfin oui, oui, mais non en fait». Enfin là, si j'écoute mon corps, c'est non, clairement, même si je sais pas encore pourquoi, c'est non. Tu vois? Il y avait ce truc de ouais, vraiment très fort de: «Non, non, mais là, il faut que tu écoutes ton corps, tu le comprends pas encore vraiment, mais il te dit stop, quoi». Mmh. Ouais, ouais, j'imagine bien que, tu étais quand même, tiraillée entre le «je dois continuer dans la com vu que c'est quand même ce qui me plaît et j'ai quand même pas fait tout ça pour rien» et en même temps, tu te rends bien compte que, bah, c'est ton corps te parle, en fait et Ouais, c'est arrivé à un stade où tu peux plus ignorer ton corps étant donné qu'il te hurle dessus qu'il faut que quelque chose change finalement, c'est ça? c'est ça. C'est ça, puis il y avait beaucoup de culpabilité aussi parce que, voilà, j'ai des parents qui gagnent bien leur vie, mais qui sont pas très riches, qui sont plutôt âgés et qui m'ont vraiment soutenue pendant mes études, qui m'ont payé une école privée, parce que je j'arrivais pas trop à trouver ma place à la fac et tout ça, qui m'ont vraiment financièrement énormément soutenue, qui m'ont payé un logement étudiant pendant 5 ans parce que, bah, ils habitent à la campagne, donc voilà, qui m'ont même encouragée à partir à Paris, qui m'ont même, suivie quand il fallait que je parte en Erasmus, enfin vraiment qui m'ont apporté énormément de soutien dans ces 5 ans, parce que j'ai travaillé beaucoup, mais ils m'ont aussi beaucoup soutenue et financièrement. Donc il y avait aussi ce truc de: «Mais non, mais en fait là, c'était même pas de les décevoir». J'étais en mode: «Mais je leur dois ça, en fait. Je leur dois d'avoir un métier brillant, je leur dois de bien gagner ma vie, de» genre pas dans le sens où je vais leur rendre l'argent, mais que leur argent qu'ils ont investi, ce soit vraiment qu'ils puissent le constater, quoi. Il y avait aussi ce truc-là de je peux pas être je peux pas ne pas réussir là-dedans parce que enfin, tu sais, comme si, genre, j'étais un cheval sur lequel on avait misé, tu vois? C'est un peu paradoxal de se comparer à un cheval, mais c'était un peu ce truc-là de: «Mais non, mais là, genre, faut que j'aille dans cette voie, c'est ce qu'on attend de moi et c'est ce dans quoi je me suis engagée et que j'ai engagé que j'allais réussir, quoi». Ouais, donc en fait, si je comprends bien, il y avait, cette, loyauté familiale qui était, très importante pour toi. Ce que tu disais, c'est: «Je dois continuer dans cette Mmh. voie-là parce qu'en fait, bah, ils ont toujours cru en moi, ils ont tout fait pour que j'en sois là aujourd'hui et du coup, bah, je dois continuer, en fait». Mais ce je et tu dis qu'il y avait pas la peur de décevoir. J'ai l'impression que c'était même pas envisageable de les décevoir, en fait. Parce que imaginer de potentiellement les décevoir en faisant autre chose que réussir dans cette voie, c'était même pas possible pour toi. C'était même pas un scénario envisageable. Bah, en fait, c'était très internalisé parce que mes parents, ils ont toujours eu un discours, de: «Fais ce que tu as envie», et enfin, ils avaient pas trop de préjugés de tu sais, comme dans certaines familles où le papa est avocat, donc tu dois être avocat, quoi. Au contraire, enfin, moi, ils m'ont toujours dit: «Si tu veux faire du cirque et que tu es heureuse là-dedans», enfin, c'était plus moi, tu vois, qui avait ces aspirations-là que enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était plus envers moi-même l'échec que j'ai l'impression que je me décevais moi, que de décevoir mon entourage. C'était plus fort que même si c'est corrélé, tu vois? Mais c'était moi d'abord. Enfin, le challenge, il était envers moi-même surtout, j'avais l'impression. Ouais, ouais, en fait, ce que tu dis aussi, c'est ce que j'entends très fréquemment, avec mes clientes et que j'ai aussi moi-même pu expérimenter dans ma vie avec, tout plein de vulnérabilités et Mmh, ouais, mais finalement, on se rend compte que les «il faut» et les «je dois», on se les impose à nous-mêmes. Et c'est pas souvent l'entourage, en fait, qui nous les impose. Là, ce que tu disais, c'est: «Je dois réussir, je dois, leur prouver que j'ai réussi». Mais en fait, eux, ils n'ont jamais eu ce discours-là avec toi. Ils t'ont toujours, soutenu, peu importe ce que tu ferais et malgré ça, tu t'es quand même imposé, bah, voilà, cette pression à continuer dans cette voie-là, alors que finalement, tu ne te sentais pas, tu t'y retrouvais pas, en fait. Ta santé mentale était impactée. complètement. Qu'est-ce qui t'a, aidé justement à quitter cette voie-là, cette voie pro qui ne te correspondait pas? Bah, déjà mon corps, hein, ça c'est évident. Enfin, en plus maintenant avec du recul, parce que ça s'est passé il y a quelques années, avec du recul, je sais que j'ai un peu tendance à
enfin, à laisser mon corps gérer le truc en mode: «OK, tu veux pas prendre la décision, je vais la prendre pour toi». Donc ça, mon corps me l'a imposé, physiquement et puis après, ce qu'il y a, c'est que donc mon contrat chez Make Sense, se terminait. Ils m'ont proposé de continuer, j'ai refusé. Donc ça a été la 1re fois aussi que je disais non à un taf qui était passionnant aussi. Enfin, parce qu'au-delà des «je dois» et cetera, le taf en lui-même, même encore aujourd'hui, quand je vois la nana qui a le poste que j'aurais dû avoir, je trouve qu'il est trop chouette son travail, tu vois? Donc c'était très fort de dire non déjà, de verbaliser ce non et puis, j'ai pris de la distance, je suis partie un peu voyager toute seule avec mon sac à dos. Hem, Où en fait, je me suis dit: «Bah, là, je» c'était tellement, l'espèce de vide, devant moi de je dis: «Non», mais je dis pas oui à autre chose. Donc en fait, je dis juste: «Non», mais il y a pas de projection sur autre chose et c'était un peu la 1re fois aussi que ça m'arrivait de parce que dans le rail des études, tu as quand même toujours un échelon qui prochain qui arrive une fois que tu en as passé un, tu vois? Tu as le lycée, puis tu d'avoir ton bac, puis après ton bac, c'est d'être pris dans une Mmh. fac ou dans un autre cursus et puis, d'arriver à la licence, puis après au master, stage de fin d'études. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc où c'est échelonné et ça te Ouais. permet de toujours avoir un objectif qui est bien défini et qui te voilà, qui en plus est facile à suivre, machin, pour moi en tout cas. Et là, il y avait plus d'objectif, quoi. J'avais 25 ans, j'avais mon diplôme en poche, je disais non à un taf, qui faisait envie. J'étais là: «Bon, bah, je fais quoi, en fait?» Et ce voyage, ça m'a vraiment aidée à laisser du vide, en fait. J'ai vraiment l'impression que il fallait que je laisse du vide dans ma vie, un espèce de temps vacant où en fait, tout était envisageable, tout était possible et en même temps, il y avait rien et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien ce moment, ouais. Je comprends bien, il y avait, cette, course depuis toutes ces années, à toujours, avoir quelque chose, à toujours, comment tu dis? Il y avait toujours quelque chose à faire finalement. Tu disais, le bac, les études post-bac et cetera et finalement, quand tu as décidé, de pas, recontinuer ton travail, ton contrat, là, il y a le vide qui est apparu, le rien et ça t'a fait du bien, c'est ça? Bah, ça m'a fait très peur dans un premier temps parce que, parce que pas dans mon caractère, parce que depuis petite, hein, ça c'est pas que la société qui me l'a imposé. Enfin, je veux dire, j'ai un caractère plutôt entreprenant et du coup ce caractère-là, il est quand même plutôt valorisé, dans notre société, dans les études. C'est-à-dire que les fonceurs sont plutôt bien vus, c'est-à-dire que les gens qui ont toujours 3 projets en même temps, qui, jonglent entre vie perso, vie familiale, amicale, projet pro, projet perso, enfin, tu vois? C'est plutôt valorisé les gens qui remplissent plusieurs cases. Donc moi, je me suis laissée bercer par ce truc-là parce que de mon caractère, j'arrivais à jongler avec tout ça. Tu vois? C'est quelque chose qu'on me redisait mes parents m'ont dit beaucoup, tu vois? C'est: «On t'a jamais embêté pendant tes études parce que, tu avais des bonnes notes, tu avais des copains, tu sortais tout le temps, puis tu faisais un job étudiant à côté». Enfin, tu vois? C'était un peu ce truc où et j'ai toujours bien réussi à jongler et à remplir ma vie. Donc de tout d'un coup, accepter qu'il allait avoir du vide et que de toute façon j'étais face à ce vide, ça m'a terrifiée. Ce serait mentir que dire que, bah, j'ai laissé de la place et ça m'a aidé à trouver ma voie, tu vois? C'est faux. J'ai eu une espèce de moment de descente, de peur et de remise en question et de perte de sens totale où j'étais en mode: «Mais je fais quoi en fait là?» Tu vois? Genre, donc il y a eu cette grande peur avant de, ben, OK, genre je laisse volontairement cet inconfort pour voir ce qui peut émerger d'autre parce que ça je connais pas en fait. Et justement, qu'est-ce qui t'a permis de persévérer dans dans cette nouvelle voie? Dans cette voie de tu disais d'avoir choisi cet inconfort-là, ce vide-là. Qu'est-ce qui t'a permis de persévérer malgré, toutes ces peurs, de être socialement, pas dans la performance? Bah, déjà, il y a eu un truc où j'ai l'impression que petit à petit, j'ai un peu, remis, mon axe droit, dans le sens où tout d'un coup, ben, je suivais pas le courant dans lequel j'étais installée depuis le début de mes études. Où, bah, tu vois, en plus, c'était agréable parce que j'avais un groupe de copines, qui étaient un peu dans le même état d'esprit, très motivées, assez, ambitieuses et tout. Donc déjà, il y a eu un peu un décalage qui s'est mis, avec, ce groupe-là d'amis-là
dans mon organisation du quotidien, dans ma vision des choses. Et ce qui m'a aidée aussi, c'est que j'ai vu que ça changeait pas leur regard qu'elles avaient sur envers moi, que ça changeait pas les belles la belle relation que je pouvais avoir avec elles, les moments de discussion, de réflexion sur la vie, de motivation, d'amitié. Donc déjà, je me suis rendu compte que c'est pas parce que je faisais pas comme elles, que j'avais moins de valeur à leurs yeux. Ça m'a énormément aidée. Et après du coup, j'ai commencé à m'autoriser à faire d'autres choses, tu vois? Comme, je te disais, hein, on en discutait pendant qu'on préparait l'interview, mais de refaire de la restauration, parce que j'en ai toujours fait pendant mes études, mais en petit job, tu vois? Je voyais ça comme un petit job étudiant, un truc, un peu que plein de gens font. Et là, de tout d'un coup me dire: «Mais en fait, c'est une voie qui me qui qui me plaît, qui me plairait en tout cas». Et tu vois, de prendre ce recul-là, de me dire: «Mais en fait, là-dedans, je retrouve, des aspects que je trouve pas dans la communication, qui sont le contact direct avec les gens, la sensation aussi de faire quelque chose d'utile», tu vois? Parce que c'est très concret quand tu accueilles quelqu'un, qui passe un bon moment, qui mange bien et qui repart avec le sourire, c'est direct, tu vois? C'est pas comme quand tu envoies une newsletter qui est bien écrite, où tu sais même pas si les gens vont ouvrir le mail. Tu vois, il y avait ce truc aussi, et de remettre mon axe où ma valeur, elle réside plus dans ce que je fais, comment je le fais, que dans vraiment le métier en tel, tu vois? Je pense que ça a permis ça un peu petit à petit. Ouais, en fait, là, ce que j'entends, c'est que ton grâce à ce voyage que tu as fait, alors malgré toutes les peurs, tu t'es donné le choix, en fait, de faire ce voyage et de voir ce que ça allait faire, ce que ça allait, t'amener et à travers ce voyage, tu as pu te recentrer sur, ce qui était essentiel dans ta vie, tes valeurs, te recentrer sur vraiment, qui tu es profondément et ce qui t'a, si je comprends bien, hein, dis-moi si c'est pas ça, mais ce qui t'a, permis de persévérer dans cette, redécouverte de toi, c'était de voir, que ton tes proches étaient toujours là, ils te jugeaient pas, ils continuaient de t'encourager, que tes relations, dans la globalité, étaient, toujours aussi agréables et donc finalement, tu t'es laissé, bah, voilà, tester retester la restauration et tu as vu que ta valeur ne résidait, absolument pas dans le métier, qui socialement fait super bien sur le papier, mais plutôt sur, qu'est-ce que ça te procure de faire telle ou telle activité, c'est ça? Ouais, il y a ça et puis et complètement. Il y a ce truc-là et puis il y a aussi le fait d'être seule, de passer beaucoup de temps seule. Parce qu'en plus, je suis partie vraiment dans une période de l'année où il y a pas beaucoup de gens qui voyagent en sac à dos en Europe et de passer ce temps seul avec toi-même aussi, c'est effrayant, hein, franchement, mais en fait, tu te rends compte que que tu peux être bien avec toi-même et que moi, je cherchais beaucoup aussi, avant ça, à être aimée des autres, à aussi, tu sais, un peu cette FOMO de toujours dire oui pour rien manquer et pour, paraître cool, paraître sympa, paraître drôle, tu vois? La nana sur qui on peut compter, la nana à qui on pense quand on a envie de faire la fête. Hem et ce truc-là, de prendre de la distance avec ta vie pendant un quotidien, bah, tu te rends compte que la vie, elle continue à tourner et que c'est cool aussi d'être dans un autre rythme pendant un moment et je pense que de mon voyage, je suis revenue avec ça aussi et ce qui m'a aidée aussi à assumer mes choix, tu vois? À assumer mes choix de carrière, mes choix de position, de style de vie, même si c'était pas forcément toujours, compris, surtout au début par, mon entourage. Mmh. Ce que j'entends, c'est que finalement, tu as appris à te fréquenter, à te côtoyer, à voir, qui tu comment tu es en fait, quand, tu te retrouves face à toi-même. Ce que j'entends aussi, c'est que, tu étais, assez dur vis-à-vis de toi avant ce voyage-là et que finalement tu as appris à, bah, laisser un peu tomber les jugements, et peut-être aussi le perfectionnisme. Tu disais, la nana, qui est toujours prête pour faire ci, pour faire ça, sur qui on peut compter, le tu as appris à laisser, si je comprends bien, un petit peu moins de place au regard des autres, à ce qu'on pourrait penser de toi pour finalement te concentrer sur ce qui compte vraiment pour toi dans ta vie, c'est ça? Ouais, alors ça, c'est vrai. Après, je pense que nos mauvaises habitudes, elles reviennent vite. Tu vois, ce serait trop beau de dire que, genre, il y a eu un avant-après ce voyage et que j'ai pas répété certaines de mes erreurs. Mais oui, en tout cas, je pense que ça pour la première fois, ça m'a ouvert la porte, tu vois? Et ça m'a permis aussi de prendre le temps d'avoir des lectures que j'avais pas eues,
Tu vois, avant ce voyage, j'étais vraiment dans mon truc de politique, mais mon livre de chevet, c'était, Petit traité de manipulation à destination des honnêtes gens, tu vois? Enfin, espèce de gros pavé, sur comment on peut manipuler une information. Enfin, j'étais dans ce genre de lecture pendant des années et tout d'un coup, j'ai commencé à lire des trucs de développement personnel sur, l'instant présent, enfin, tu vois? Des trucs, donc que j'avais déjà entendu et que voilà, c'était pas non plus des trucs dont je tombais des nues, mais j'avais jamais pris le temps de le lire et de l'expérimenter. Donc ça m'a ouvert la voie sur un début de processus, plus en connexion avec moi et en réparation de certaines choses, c'est sûr. Ce que tu dis aussi, c'est très juste, hein, il y a pas un jour où ça y est, on coche la case, de «Je ne dis plus jamais il faut le doigt», «Je n'ai plus jamais peur du regard des autres», il y a ça n'existe pas ce jour-là, hein. C'est complètement, faux, hein, de croire que c'est du jour au lendemain, ça y est, on se connaîtra parfaitement et Ouais, on fera tout ce qu'on veut. C'est complètement faux, c'est absolument pas c'est clair. atteignable, c'est pas réaliste. Non, D'autant plus que, notre cerveau est fait pour avoir peur du regard des autres, donc effectivement, on aura toujours peur du regard des autres. Par ouais, contre, on n'est pas obligé de le subir. Et là, ouais, c'est ça. ce que tu expliques, c'est que finalement, il y a des moments où, bah, voilà, il y a tes anciens schémas de pensée qui revenaient, qui reprenaient le pas sur ce que voilà, par rapport au nouveau schéma de pensée que tu avais. Mais finalement, bah, avec le temps, en fait, bah, voilà, tu as testé d'autres choses, tu as fait des allers-retours avec tes anciens schémas de pensée pour finalement, voilà, faire les choses peut-être autrement plus tard. Mais en tout cas, c'est un chemin, hein, apprendre à se connaître, à se Ça, détacher du regard des autres, c'est ce que j'appelle la randonnée de la vie. Ça se exactement. fait tout au long de notre vie. Pour conclure, qu'est-ce que tu voudrais dire à la toi de l'époque qui flippait à l'idée de se lancer dans une voie pro qui lui plaît réellement? Hem, Bah, attends, parce que il y a une partie de moi qui dit genre, qui a envie de dire: «Tu sais pas ce que tu vas faire» et ça te fait profondément flipper, mais laisse la vie genre, t'amener les bonnes personnes, les bonnes réflexions et tu vas voir, ça va être cool. Je crois qu'il y a un peu ce truc-là de fais confiance, en la vie, fais confiance, aux choix que tu fais, même si tu as l'impression que tu les fais un peu genre au pif, tu vois? Les yeux fermés, genre Koh Lamaïa, tu essaies de toucher un truc, genre, genre, n'essaye pas de tout contrôler, n'essaye pas d'anticiper, n'essaye pas de te dire que ton choix il est réfléchi, rationnel et que tu fais le bon choix. Genre juste laisse le tumulte de la vie faire le truc et tu vas voir que de chaque expérience que tu vas passer, même certaines qui vont être douloureuses, où tu vas dire: «Purée, j'y suis retournée et j'ai refait la même chose, les mêmes erreurs, les mêmes schémas». Ben, en fait non, tu auras acquis encore un nouveau truc et fais confiance, quoi. Lâche-toi et vas-y, quoi. Je crois que c'est ça. Merci beaucoup Juliette pour ton partage. Je suis certaine que ça va aider d'autres femmes à se lancer dans une voie pro qui leur correspond bien plus que celle que la société trace pour elles. Où c'est qu'on peut suivre Merci. ton travail? Alors du coup, mon podcast, il est disponible sur les plateformes de stream, comme Spotify, Deezer, Apple Podcast. Sinon, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Mose, Podcast. Mose, pour la petite anecdote, c'est la contraction de oser et osmose. Donc, je crois qu'avec Camille, on se répond bien dans nos projets. Donc, je suis très honorée d'avoir fait partie de ce podcast, euh, qui, je pense, parle aussi à beaucoup de femmes, et peut-être hommes qui t'écoutent aussi. Tout à fait. Bah écoute, merci beaucoup pour ce joli partage et à bientôt. Merci. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacochecamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacochecamille. Prends soin de toi.